Bonjour à tous. Bienvenue donc à cet après-midi MAREP du Centre de référence pour les malformations anorectales et pelviennes rares. Je vais introduire cette journée, 30 minutes, pour vous rappeler les points forts de 2020. Et puis, je vais approfondir un peu sur l'impasse diagnostique et puis je terminerai sur un projet qui nous tient à cœur avec l'équipe MAREP Paris sur un projet de linguistique clinique. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de reprendre l'organisation nationale qui a des. Euh, Excusez-moi parce que j'ai un retour. J'ai un problème de retour. Vous m'entendez? Oui. J'ai un problème de retour. Alors, on a mis... Du coup, j'ai un problème. Voilà, c'est bon? Vous m'entendez? Bon. Donc, je reprends. Désolée pour ce problème technique. Je ne vais pas vous faire l'injure donc de reprendre l'organisation nationale qu'a décrite Sabine Sarnaki hier, mais juste pour replanter brièvement le décor pour les personnes qui n'étaient pas connectées hier. On a deux organisations depuis les plans maladies rares numéro 2 et numéro 3, une plutôt thématique sur un plan national autour de pathologies d'organes qui permettent d'avoir une visibilité nationale et une visibilité excusez-moi, parce que j'ai un retour dans l'écouteur qui est compliqué. Une visibilité nationale avec l'organisation des parcours, des coordinations, de l'enseignement, de la visibilité à l'international, etc. Et puis donc, nous, les centres de référence, une organisation en centre plus local, régional, autour de sites hospitaliers, avec des organisations de parcours de soins et bien sûr des relations avec au plus près du patient, avec comme enjeu aussi très important, on en parlera après et on en a parlé ce matin avec Céline Angin, la saisie dans des bases de données épidémiologiques, l'éducation thérapeutique et toujours bien sûr avec le lien très fort avec les associations. Alors, juste pour vous rappeler, la labellisation, la relabellisation, c'était en 2017. L'appel à candidature. 109 centres de référence ont été labellisés en France, ce qui fait au total, en comptant les sites constitutifs qui maintenant ont été inclus comme équivalent de centre de référence, 387 en France, avec un très très beau maillage territorial de 1787 centres de compétences et des missions qui ont un tout petit peu évolué au niveau des centres de référence avec l'instruction de janvier 2016, puisqu'ils ont intégré une place très très forte de la coordination et toujours l'expertise, le recours, l'activité de recherche, d'enseignement et de formation. Alors, on est labellisé pour 5 ans. Donc, si on fait le calcul, ça nous amène jusqu'à 2022. Quid de la suite? Pour l'instant, on n'a aucune visibilité dans la mesure en plus où il y aura des élections. On n'a pas pour l'instant d'annonce sur un PNMR4 qu'on attendrait plutôt pour continuer nos actions, mais c'est vrai qu'on navigue pour l'instant sur l'horizon 2022 et pas au-delà. La cartographie telle qu'elle est maintenant, et depuis 2017, couvre relativement bien
en tout cas je trouve, le territoire national. On a 34 centres de compétences. Je vous rappelle qu'on a perdu le site constitutif, constitutif de Nantes, qui était coordonné par Paul-Antoine Lehur, qui est en retraite maintenant. Mais on a quand même un beau maillage avec 34 centres de compétences, dont 3 centres dédiés à l'adulte. Une coordination que Sabine Sarnaki assurait jusqu'à il y a peu, 2020, et puis j'ai pris la suite, Sabine ayant été appelée à d'autres responsabilités et aussi a pris les rênes de la filière de façon officielle. Alors, je démarre par quelque chose qui nous a tenu à cœur et à toute chose malheur est bon, comme on dit. Le confinement, je ne dis pas qu'on n'était pas sur le front non plus, mais en tout cas, ça nous a permis de nous poser. Et puis, le renouvellement complet de l'équipe de la filière dont j'ai parlé hier a permis aussi, en accueillant de nouvelles personnes dans l'équipe, finalement d'avoir des regards tout neufs. Et Tiffaine Piron, Ségolène Okoko, toute l'équipe finalement a travaillé pour refondre complètement le site internet, ce qui a permis de mettre à jour les annuaires qui étaient obsolètes pour la plupart. Et vraiment, j'ai tenu à ce qu'il y ait une carte interactive qui permette aux patients de se retrouver, que ce soit par pathologie, ou alors avec un patronyme s'ils connaissent un praticien qu'ils veulent absolument aller voir, ou alors en région, en fonction de la ville où ils habitent, ou d'un hôpital de référence qu'on leur aurait donné. Tout ça en articulant à la fois les réseaux adultes et les réseaux enfants. Ça nous a permis, grâce à en particulier Tiffaine sur la com et Ségolène sur la transition, de mettre à jour la visibilité de ce réseau. Et maintenant, donc à partir de maintenant, j'aimerais, enfin, ça serait vraiment bien que vous puissiez tous, en tant que centre de compétences et tous les relais qu'on peut avoir en région, que vous vous connectiez pour aller vérifier ce qu'on a mis en ligne et que vous nous fassiez remonter en fait toutes les erreurs qu'on a pu commettre, c'est possible, et puis surtout si vos équipes ont changé, vos contacts transition qui sont loin d'être exhaustifs, et puis une nouveauté aussi, c'est vos partenaires paramédicaux qui ne sont pas assez, à mon avis, mis en avant pour tout le travail qu'ils produisent, et puis si possible les centres aussi en région de SSR qui accueillent souvent nos patients lourds. Alors, ça donne ça c'est des captures d'écran. On a essayé de faire quelque chose d'assez convivial et facile à utiliser. Vous verrez et allez voir sur votre page à vous, quand il y a plusieurs sites sur une même ville, on peut avoir à nouveau des sous-groupes pour fluidifier l'accès à l'information. Et on peut aussi se retrouver par pathologie. Tiffaine a fait un gros travail de répertoire des pathologies prises en charge sur chaque site. Et merci à tous ceux qui ont répondu, ce qui permet d'avoir, à travers un menu déroulant, les possibilités de choisir en fonction de de quoi on est atteint. Il y a bien sûr des possibilités d'évolution et c'est ça la grande nouveauté, parce que là, c'est un exemple de notre équipe à Paris. On a une équipe qui va changer, peut-être les kinés vont partir. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut mettre à jour pour le patient pour qu'il puisse aussi se retrouver et trouver les bons correspondants. On a un formulaire qui permet, alors ça c'est la transition, grâce maintenant à ces nouvelles fonctionnalités, on a à disposition maintenant, vous avez à disposition un formulaire contact qui vous permet de mettre à jour les données si elles sont erronées ou incomplètes. Donc vraiment, ça serait formidable si chacun de vous pouvait prendre 2 minutes pour vérifier les données et nous faire remonter les erreurs éventuelles. Alors quand on parle de réseau, bien sûr, on parle de transition, c'est, je dirais, le petit caillou dans la chaussure de toutes nos maladies rares et un gros sujet qui nous occupe tous. Emma Gatipon, qui occupait le poste d'animation de ce réseau à la fois en Neurosphinx et en interfilière, est partie donc en août, il y a 18 mois, et Ségolène est arrivée en fin d'année 2020.
Elle a fait un gros travail de mise à jour, de reprise des groupes de travail dans le groupe interfilière. Et vraiment, je la remercie parce qu'il a fallu qu'elle se mette, comme on dit, dans le bain. On a un groupe qui travaille sur les aspects transversaux du réseau, sur les gynécologues, les psychiatres, toutes ces spécialités qui peuvent être transversales, mais qui nécessitent quand même d'être acculturées à la transition pour accueillir le jeune. Il y a un groupe sur les supports d'information, un groupe sur les familles, et puis on aimerait aussi développer un groupe sur la transition et le handicap mental, qui est un vrai sujet. On est en train de reformer plutôt, parce qu'on avait un petit comité de jeunes qu'on avait fait travailler d'ailleurs. Ils étaient 4 et ils le faisaient bien volontiers. Et puis bon, et bien sûr, ils ont grandi, ils sont partis, ils ont fait leur transition. On est en train de le reconstituer. Et puis on intervient au séminaire de parents experts au mois de mai avec Julia Disnan, et on voudrait aussi solliciter des bonnes volontés pour être parents experts, parce que je pense qu'il faut aussi, c'est indispensable d'avoir leur regard à eux. Il y a un travail qui est fait aussi en parallèle avec le professeur Louis Borion et le professeur Levard qui s'étaient bien impliqués dans le carnet de suivi transition pour l'actualiser, et on essaye de l'inclure. On peut rêver dans le dossier médical informatisé du patient, et peut-être l'inclure. Moi, j'aimerais bien qu'il puisse être intégré dans une clé USB qu'on pourrait donner aux jeunes. Ça serait un joli projet. Bon, on a participé au webinaire Transition avec Fimato. On avait un peu créé des émules dans ce groupe interfilière. Ils ont voulu eux-mêmes faire une très très belle action en région. Ils sont allés avec l'équipe de Prior à Angers. Et puis on s'est mis au Facebook Live, un Facebook Live de reportage à la suite qui a très très bien marché. Et du coup, on va probablement essayer de faire un tour de France quand le coronavirus nous aura un peu laissé tranquille pour aller voir les autres plateformes en France. On a un projet avec Philippe Touraine, qui est très actif dans Firando, la filière endocrinienne sur l'adulte, qui est en train de mettre en place un MOOC. Et on a proposé de l'aider avec sa chef de projet. Et puis, on va relancer un questionnaire de mise à jour sur vos réseaux, plus précisément au niveau de la transition. Je pose une question, c'est Mado Gilanton qui est très active, vous l'avez vu hier au niveau de l'association Apaisée, qui m'a évoqué cette transition des seniors et de ces malades atteints de maladies rares qui finissent par vieillir, et on a tout fait pour que justement ils puissent vieillir. Je trouve que c'est un sujet intéressant dont on ne s'est absolument pas emparé, mais voilà, je le mentionne parce que je trouve que ça mérite d'y réfléchir. Alors, quand on dit patient, réseau, qu'est-ce qui nous réunit tous? C'est les patients et les dossiers complexes et les dossiers rares. On a mis en place avec le staff.com, au départ ça s'appelait en 2019 des RCP qui est devenu Chers Confrères, le site. On a fait 9 séances, une par trimestre en moyenne, un petit peu chaotique au moment du Covid. Il y a 29 médecins inscrits sur la plateforme, 23 dossiers qui ont déjà été présentés, et puis on est en train de faire les démarches pour que ça soit validant pour le développement personnel continu, probablement via l'organisme de DPC de la PHP. On a une collaboration toute neuve. Rémi Dubois m'a accepté dans son comité, le comité digestif de la SFCP, présidé par Sabine Sarnaki, et ça permet aussi de relayer des dossiers complexes qui pourraient être discutés aussi au cours des RCP. Et puis, on a, je le signale quand même, c'est vrai que cette plateforme des ERN qui n'est pas encore très facile à utiliser, le CPMS, mais qu'elle mérite d'exister et qui va très très certainement évoluer aussi pour être un peu plus convivial. Alors, je ne reviens pas sur l'aspect ETP qu'a beaucoup développé Alid hier dans la présentation qu'elle a faite sur la modification de la législation récente. Je le signale quand même, allez-y, vous documentez. On est en train de vraiment changer d'air. On n'est plus dans les gros dossiers et le dépôt d'un dossier avec en attente de l'agrément de l'ARS. Ils ont énormément assoupli cet aspect-là des choses. Ça fait un peu penser d'ailleurs à ce qui s'est passé avec les PNDS. C'est maintenant déclaratif.
bon, faut envoyer soupli recommandé, mais la démarche est extrêmement assouplie. Bon, il n'en reste pas moins qu'il faut quand même faire son rapport d'activité, sa quadriennale. L'idée, c'est évident, hein, de développer l'éducation thérapeutique en France. Ça rejoint aussi, nous, nos valeurs, hein, avec autonomiser le patient, l'aider à s'autonomiser pour l'âge adulte. Alors, le réseau MAREP, c'est aussi sur le site internet un partage de documents, une grosse mise à jour qu'a fait Aline Cazenave avec la liste des programmes autorisés par les ARS, évidemment des programmes qui nous concernent nous dans MAREP, un déroulé de compétences à acquérir au moment du parcours de propreté qu'on avait travaillé avec le groupe Grand Ouest, qui est aussi disponible en ligne, et puis le recueil des outils qui existent dans notre réseau, qui peuvent être mis à disposition de chacun quand si besoin. Aline a fait aussi tous les conducteurs de nos 25 ateliers qu'elle met à disposition, et puis quand on pouvait, elle se déplaçait aussi en région pour aider les équipes. Elle a fait un gros travail, alors ça c'est notre programme à nous, qui est repris par certains aspects, on en est ravis en région. Et Aline a fait un énorme travail, et je la salue encore parce qu'avec le coronavirus, je ne vous dis pas toutes les annulations de trains, d'hôtels et les reports, mais elle a tenu bon. On a pu donc faire deux sessions de formation certifiante à l'animation, qui, je rappelle, est obligatoire, hein, 40 heures, qu'on a dispensées en 3 fois 2 jours avec l'IPSEM. 19 soignants MAREP ont été formés, dont 5 médecins et dont des chirurgiens, que je remercie encore d'avoir participé avec autant d'assiduité. Et puis, on a démarré une formation à la coordination, qui est également obligatoire pour coordonner un programme TP. On s'est arrêté en cours de route parce que Corona. Il y a 5 soignants MAREP qui sont impliqués, dont 3 médecins. Donc un beau maillage de personnes formées sur le plan national, dont on espère qu'ils vont nous ramener des jolis programmes, des belles réflexions conjointes pour construire des programmes en région, parce que c'est bien ça le but, hein. Sur un autre sujet, mais également toujours l'idée de faire des guidelines. Je vous rappelle qu'on avait sorti il y a maintenant quelques années dans le JPGN le consensus Ah, j'ai plus mes diapos. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus mes diapos. Consensus qui avait été publié sur les bonnes pratiques de Péristine. Grâce à la DGOS qui a publié son appel d'offres en 2019 sur les PNDS pour booster justement les publications, on est en train de rédiger, enfin d'actualiser plutôt ce PNDS dont je vous rappelle, vous aviez tous participé de façon collégiale à la rédaction il y a quelques années, qui avait finalement pas été publié parce que le format avait changé. Une jeune praticienne nous aide à le reformater, l'actualiser, et on doit de toute façon le publier sur le site de l'HAS en septembre 2021. L'ambition, c'est de le traduire en anglais, et j'ai vu là sortir des PNDS, notamment pour la filière FAI2R, publiés sur le site de Orphanet Journal of Rare Disease, qui est une très bonne nouvelle, parce que l'impact factor est pas mauvais. Et d'ailleurs, au passage, on a quand même, avec les ERN, publié les guidelines pour le management des Hirschsprung rectosigmoïdiens, qui est un très très joli travail auquel j'ai participé, de mise à jour des pratiques sur la prise en charge des Hirschsprung, à la fois sur le plan chirurgie et sur le plan management post-op. Ces PNDS sont très importants. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai des retours là de plus en plus d'ALD, de protocoles de soins qui sont refusés. Et je pense que c'est parce que les médecins conseils de la Sécu se basent là-dessus pour autoriser les protocoles de soins.
Alors ça, c'est le groupe Ernica, qui est un groupe relativement actif auquel on adhère. Juste pour me dire qu'on est en train aussi, et je me suis mise dans ce groupe parce que je trouvais que c'était aussi important, même si c'est en marge sur les Hirschsprung-Kolik-Toto, dans la rédaction des guidelines, dans la lignée de ce qu'on avait fait sur les Hirschsprung-recto-sigmoïdiens, coordonné par Thomas Wester, le chef de service de chez Viscéral à Stockholm. Pour l'instant, c'était un petit peu au ralenti, mais on va le sortir. Alors, quand on est centre de compétences, on a des missions, dont celle, j'ose pas dire malheureusement, mais c'est lourd, de remplir Bamara. On en a parlé ce matin avec Madame Engin, de renseigner l'entrepôt de données de la BNDMR. Alors, on sait bien, on le sait, la DGOS aussi le sait, que vous êtes en très grande difficulté, et parce que nous aussi on l'est, mais encore plus les centres de compétences qui n'avaient pas de moyens, en grande difficulté pour saisir les dossiers. Ça, c'est bon, on en a parlé ce matin, je ne vais pas revenir dessus. Les deux voies d'abord, si je puis dire, pour entrer dans Bamara, les patients, soit en mode connecté à travers votre dossier patient informatisé, soit en direct, parce que vous avez le droit de le remplir en direct. Certains disent que le mode connecté va être la priorité par rapport au mode non connecté. Pour l'instant, bon, nous on a les deux, hein. On est autorisé aussi à rentrer dans Bamara de façon directe, et c'est parfois plus facile, je trouve. On a 31 centres qui ont été déployés en France, donc on y est presque, hein, sauf Saint-Joseph, Colmar et Le Mans, mais c'est une histoire de convention. 11 sont en mode connecté, 30 sont en mode autonome, et finalement sur tout ça, il y en a assez peu qui sont... il y en a assez peu... Ah, les diapos ne passent pas, c'est ça. D'accord, alors, excusez-moi. Donc, je reprends là où on en était. Je pense que c'était sur le... C'est bon? On en était sur la BNDMR. Et donc les centres connectés finalement ont assez peu de connexion directe pour l'instant, hormis à l'AP, puisque maintenant Orbis est connecté, et puis les hospices civils de Lyon. Donc c'est quelque chose qui est pas encore complètement... c'est bon ou c'est pas bon? Bon. Safia a fait un très gros travail aussi pendant le confinement, mais pas que, sur la formation, la formation des collègues en région, pas seulement d'ailleurs des médecins, hein, aussi des techniciens. Depuis juin 2020, elle a fait une dizaine de webinars en ligne. Elle a formé à peu près 25 personnes. Je vous rappelle, comme on l'a dit ce matin, qu'il y a une extraction automatique prévue vers Pyramide à partir de 2022. Ça concerne moins les centres de compétences, hein, qui ne remplissent pas Pyramide, mais en tout cas, nous, ça nous concerne en tant que centre de référence. Alors là, c'est un état des lieux, bon, très ponctuel, mais nombre de dossiers patients rentrés, saisis dans Bamara, là, il y a une semaine, 10 jours à peu près, avec des centres qui, alors c'est un constat, hein, qui sont effectivement plus en avance que d'autres, mais je pense aussi que c'est en fonction de l'aide qu'ils peuvent avoir en local. Nombre d'utilisateurs, alors il y a des centres, hein, Poitiers, ils sont 17. Beaucoup d'inscrits, tant mieux, je pense qu'ils vont bien saisir. En moyenne, c'est 2 ou 3 personnes par site. Alors, une bonne nouvelle, parce que ça a été l'objet ça a été très compliqué de mettre à jour. Vous n'avez pas échappé quand vous saisissez que vous codez un malade, les codes ORFA n'étaient pas du tout à jour. Pourtant, ils sont bien utiles, puisque la nomenclature internationale est quand même assez pauvre pour les maladies rares. Le 18 mars, je l'ai noté parce que ça mérite d'être signalé, on s'est tous mis d'accord à l'Europe. On était en ligne avec Sabine Sarnacki, Vaudeblo, Eberhardt, Schmidt-de-Queux, enfin les Allemands, l'association italienne. On a mis à jour enfin la classification des malformations anorectales.
L'étape suivante, c'est la mise à jour des codes HPO, Human Phenotype Ontology, parce que ça nous permet aussi d'avoir une granularité de codage meilleure, mais on est quand même extrêmement content, parce que ça a été... Alors, ne tiquez pas, c'est affiché non syndromique, évidemment, toutes ces formes de fistules qui sont issues en fait de la classification de Crick-Beck, simplifiées, mais finalement l'essentiel est là, je pense, peuvent être présentes ces fistules dans des formes syndromiques ou non syndromiques, mais dans la classification Orphanet, on était forcé de mettre non syndromique, sachant que si vous codez un malade syndromique, vous devez ajouter en fait le diagnostic de sa forme syndromique s'il a un diagnostic, ou bien de ses malformations associées s'il en a. Alors la recherche, on a fait une étude grâce au financement de l'association Un sourire pour Hirschsprung, en collaboration avec l'université de pharma de René Descartes, sur la métagénomique des selles et chez les patients qui avaient des entérocolites ou des équivalents d'entérite, une maladie de Hirschsprung. Ça a fait l'objet d'une thèse de pédiatrie qui a été soutenue il y a 1 an et demi et d'un master 2. Pour l'instant, on est en stand-by faute de financement. Guillaume va nous parler de son PHRC qui a pris fin il y a maintenant 5 ans, mais il a rédigé en collégial 2 articles et il nous en parlera tout à l'heure, je pense. Je mentionne aussi le PHRC de Sabine Sarnaki qui a eu un nombre d'inclusions assez spectaculaires et qui promet des résultats vraiment très intéressants. Et puis, je fais une petite parenthèse sur un sujet, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur, le syndrome de Curarino. J'avais eu un petit financement par la Fondation Maladies Rares pour faire de l'exome chez les Curarino non mutés pour Héménixin avec Imagine. Malheureusement, c'était 8 patients qui avaient été inclus. Il n'y a pas eu de résultats, en tout cas publiables, des choses peut-être intéressantes. Et finalement, on en est revenu pour l'instant à faire une CGH chez ces patients, éventuellement des panels de gènes s'il y en a dans les labos de proximité. Et finalement, la lueur d'espoir de 2020, ça a été l'obtention, grâce au travail de Jean-Marie Joannick et de Michel Zera, d'ailleurs, en collaboration avec Sylvie Audan et Delphine Héron, l'indication dysgraphie spino-syndromique retenue par la HAS pour le plan France Médecine Génomique. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, et faire très simple, le plan France Médecine Génomique 2025 vise à permettre l'accès à 2 plateformes pour l'instant, Sequoia et Oragen, aux patients qui n'ont pas de diagnostic, qui sont en errance de diagnostic. Une fois que la CGH a été faite, les panels, on est en bout de ce qu'on peut faire. Et donc la bonne nouvelle, c'était ça, puisque Jean-Marie Joannick anime une ERCP par trimestre à peu près. On en a eu 2 pour l'instant et on a pu discuter de dossiers de dysgraphie spino-syndromique, c'est-à-dire de patients chez qui on a testé tous les gènes existants, c'est-à-dire pas grand-chose, et qui sont dans une forme d'impasse diagnostique. Donc, je vous invite, et ça a commencé déjà, à me contacter ou contacter Jean-Marie Joannick pour présenter vos dossiers. Alors, à travers les RCP aussi, qu'on fait dans MAREP, on récupère aussi des dossiers qu'on présente en RCP d'amont, ça s'appelle, pour discuter si ce dossier est éligible ou pas à être inscrit sur la plateforme, en l'occurrence Sequoia, nous, puisqu'on est au nord. Je mentionne brièvement, puisqu'on est sur la recherche, cet appel à projet, encore un, de la DGOS auquel on a répondu en août dernier, parce que ça rejoint le plan France Médecine Génomique, dont j'étais en train de parler. Ça rejoint l'idée d'identifier les patients en impasse diagnostique dans Bamara. Et l'ambition de la DGOS, c'est de mettre en place des techniciens d'études cliniques dans les centres, de nous aider à saisir. Donc, c'est une lueur d'espoir pour nous, pour vous qui êtes en difficulté sur la saisie de ces patients. Et
le recrutement qui a commencé, on va recruter déjà une personne qui va démarrer dans 15 jours et une autre probablement dans quelques semaines. Donc une lueur d'espoir pour vous, pour la saisie, et on va revenir vers vous, en tout cas Safia va revenir vers vous. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins en termes de saisie. Et l'étape suivante, bien sûr, c'est d'homogénéiser le codage. C'est pas tout de rentrer les malades, de les saisir, il faut aussi qu'on fasse tous pareil. Et ça, on est en train d'y travailler pour taguer d'une certaine façon les patients qui sont en impasse diagnostique et les faire remonter au RCP tout court ou au RCP d'amont pour les amener au séquençage, au débit des plateformes de génomique. Un point sur l'appel à projet ANR que vous avez peut-être vu passer, dont je me posais la question de présenter une cohorte dysgraphie syndromique justement dans cet esprit plan France médecine génomique. Très honnêtement, je ne sais pas. C'est un énorme travail. Peut-être vous-même, vous avez des cohortes à porter. Il s'agit d'une refonte de radicaux avec France Cohorte qui permet en fait de créer, si j'ai bien compris, des cohortes et de les mettre évidemment aux lois, en accord avec la loi RGPD. C'est demain, c'est le 22 avril la deadline. Donc beaucoup d'appelés, peu d'élus, je pense. Et je terminerai sur ce projet que je voulais vous présenter, que j'avais commencé à vous présenter il y a un an, la dernière fois qu'on s'était vu le 7 juin 2019 pour la 7e journée MAREP, qui maintenant a obtenu, on a répondu à un appel d'offres avec Imagine et on est financé par Imagine. Sur l'étude du langage intérieur d'enfants atteints de malformations anorectales. Je vais faire très court, mais c'est un sujet qui s'ouvre et qui, moi, m'a paru une évidence quand j'ai rencontré Stéphanie Smadja, qui est maître de conférence HDR à l'ex-Paris 7. Il y a 5 ans, on s'est rencontrés elle est linguiste, elle fait de la linguistique qui se veut être assez clinique, mais également orientée sur les arts, sur la culture. Elle dirige ce groupe de travail, enfin c'est plus qu'un groupe de travail, c'est un laboratoire avec une 50aine de chercheurs. Et quand on lui a présenté notre constat, que nos patients, pour certains, avaient cette honte, mais en même temps un tabou, un rapport à l'impureté, un regard des autres évidemment différent, avec parfois l'impression d'être, comme disent certains, de ne pas faire d'efforts. Tout de suite, on a compris, en discutant aussi avec Julia Disnan, notre psychologue, que les outils de psychologie n'étaient pas assez performants, en tout cas pour explorer la représentation de soi, le vécu que pouvaient avoir ces enfants, et qu'on était d'une certaine façon aussi dans les limites de ce qu'on pouvait faire pour prendre en charge cette souffrance psychique. Et on a échanger et décider de monter un projet pour aller explorer la parole intérieure de ces enfants. C'est une première parce que c'est fait chez l'adulte. Stéphanie a une expérience au Cénopole, notamment à Saint-Louis. Elle a des expériences dans d'autres services, mais très ponctuellement. Et là, chez l'enfant, explorer la parole intérieure de l'enfant, ça n'a jamais été fait. Et c'est vrai que ça a du sens dans la mesure où le handicap est invisible, que l'insertion à l'école est compliquée. Donc, ce qu'on a voulu essayer d'approcher, si je puis dire, c'est l'insertion de ces enfants, leur parole intérieure, mais aussi la parole intérieure de leurs soignants. Donc, on fait le protocole nous-mêmes aussi, et la parole intérieure du corps enseignant. Alors, c'est plus difficile en ce moment. On a été complètement stoppé par la vague Covid. On a changé notre fusil d'épaule et on a adapté donc ce programme depuis maintenant presque un an à distance avec l'étude de la parole intérieure sur des programmes de e-entretien. On a inclus déjà 4 enfants d'âge variable dans une phase qu'on a appelée la phase test pour mesurer justement les conséquences de la maladie sur la représentation de soi.
par rapport au monde, par rapport aux autres, les résonances que pouvait avoir cette incontinence, ce vécu de la différence sur la souffrance physique, mais également la souffrance psychique, et essayer de mesurer les représentations intérieures, que ce soit, et les obstacles que pouvaient rencontrer ces enfants, que ce soit à domicile, à l'hôpital et à l'école. L'idée, c'est de créer des outils pour actionner aussi cette parole intérieure, peut-être même la modifier, parce que c'est possible, et voir s'il y a des rôles positifs ou négatifs de cette parole intérieure pour améliorer le vécu de sa maladie. Le but, c'est ça, c'est de faire de la recherche clinique en collaboration avec les associations de patients qui voudront bien nous envoyer des patients, hein, mais aussi les patients évidemment qu'on voit en consultation. De faire de la recherche, alors création, c'est une volonté de Stéphanie pour notre journée des familles, si on la maintient, qu'on a fixée au 11 décembre, mais d'ailleurs je pense qu'on va la reporter, mais toujours est-il qu'on fera quand même une mise en voix sur des textes littéraires, paroles intérieures, et puis incontinence, tout ce domaine de la littérature qui nous échappe un peu, et puis des créations collectives, mais également un documentaire dont on a commencé à faire le scénario sur un portrait de voix intérieure de nos patients. Et enfin, une recherche-action. Et c'est donc le but finalement, c'est de créer des outils pour actionner, si tant est que ce soit faisable, mais on l'espère, la parole intérieure de ces enfants. Voilà, donc c'est une discipline qui n'existe pas en France, qui existe à l'étranger. Il y a des services de linguistique clinique et je pense des perspectives intéressantes pour nos axes de travail. Une petite dernière diapositive sur Poupenpi, notre application. Vous voyez, ça monte, 900 patients inscrits, une trentaine de médecins. On peut aussi envisager de faire une étude clinique, en tout cas de recherche pour évaluer l'amélioration de la qualité de prise en charge de ces patients, pourquoi pas. Et puis, je vous rappelle nos cartes d'urgence. Syndrome de Currarino, maladie de Hirschsprung, malformation anorectale. Bien sûr, nos associations. Et elle se présentera tout à l'heure, une dernière arrivée. Enfin, on l'appelait de nos voeux depuis 10 ans. Une association pour les malformations anorectales s'est créée en décembre dernier et vient rejoindre l'AFMA, Un sourire pour Hirschsprung, la PASC, la FAO et Solidarité Handicap. Solidarité Handicap ne peut pas être là aujourd'hui. Elle m'a demandé de parler en son nom parce qu'elle vient d'ouvrir une chaîne YouTube sur laquelle tous les témoignages, et puis alors c'est des thématiques qu'elle va, mais vous pouvez vous inscrire, c'est Solande, et elle a ouvert également à Nimoissin, la présidente, une commission maladies rares et justice pour traiter des dossiers de maladies rares un peu borderline avec des actions en justice éventuelles. Voilà, comment nous joindre? Nos sites internet, MAREP, Neurosphinx, et puis le contact @neurosphinx.com ou .fr. Apparemment, les deux fonctionnent. Je laisse la place à Sabine Sarnaki, à moins qu'il y ait des questions. Donc, on prend 1 ou 2 minutes de questions. Ségolène. Oui, bonjour Célia. On a une question. C'est comment devenir un parent expert? Alors, c'est une très bonne question parce que moi-même, on connaît la notion de patient expert. J'ai interrogé la personne qui fait la formation. C'est, semble-t-il, une entité un peu nouvelle, mais qui est reconnue. Et effectivement, c'est la filière, que je ne dise pas de bêtises, c'est Fimato, Ségolène, qui organise les formations parents experts en cycle de 40 heures, un peu sur le même modèle que pour l'animation de TP. Et donc ça, je vous invite, la personne qui a posé la question, à vous rapprocher d'Aline Cazenave ou d'Iris Arsenakis, qui vous donneront les coordonnées pour vous inscrire à la prochaine session
Alors, le nombre d'intervenants, enfin de candidats inscrits est limité du fait de l'enseignement à distance, mais il faut se mettre sur liste d'attente et il y a des cycles de formation. Voilà. Très bien, je vous remercie. Il y a juste une dernière question et une suggestion. Bonjour, nous n'avons pas eu d'infos sur cette recherche pour la relayer auprès de nos adhérents. Êtes-vous toujours à la recherche de candidats? Si nos enfants sont intéressés pour vous aider sur cette parole, acceptez-vous les volontaires? Alors, il n'y a pas eu pour l'instant d'infos, effectivement, on va dire grand public, parce qu'on a été complètement stoppé par le Covid, surtout dans nos actions auprès des écoles et du domicile. Donc, vous avez compris qu'on avait fait une phase test avec 4 patients tests. Et effectivement, on est en train de s'ouvrir et on a fait un séminaire le jour de la Journée internationale des maladies rares à Imagine et on a eu des demandes. Maintenant, il faut comprendre que pour inclure un enfant, il faut le connaître et il faut savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants de sa pathologie, malformation rectale en l'occurrence, mais ses séquelles, etc. Donc, bien sûr, on va ouvrir ce protocole aux volontaires, mais ça sera sous condition qu'on ait eu nous-mêmes un entretien avant avec la famille et l'enfant pour le connaître. C'est pas une inclusion d'office, on va dire. Très bien, je vous remercie. Le professeur Laurent Fourcade tenait à préciser que certaines ARS organisent aussi localement ce type de formation. Donc, je vous remercie, docteur Crétol, et je vous laisse la main pour la suite des interventions.